Il pensait que c'était juste un vieux bateau de pêche à la dérive, trop proche d'une zone interdite. Pas de pavillon, pas d'identification, aucun appel radio. Alors la patrouille maritime a agi vite, suivant le protocole. Mais une fois montés à bord, quand ils ont demandé l'enregistrement du navire, la femme n'a rien répondu. Elle a simplement ouvert une vieille boîte à leurre, usée par le sel, en a sorti un portefeuille noir et l'a tendu à l'officier. Il l'a ouvert, s'est figé, puis a immédiatement ordonné le repli. Pas de saisie, pas de rapport, rien. Parce que le nom inscrit sur cette pièce d'identité n'était pas seulement confidentiel. C'était celui de quelqu'un qu'on leur avait dit mort. Le brouillard du matin s'étalait sur l'Atlantique comme de la fumée sur un champ de bataille oublié. Et sous cette nappe grise, un seul navire, une embarcation ancienne mais méticuleusement entretenue, dérivait au gré des marées, sa coque écaillée tranchant l'eau en silence. À la barre, une femme d'une trentaine d'années, pantalon cargo usé, coupe-vent remonté jusqu'au menton, une casquette grise, tirée bas sur le visage. Elle ne bougeait presque pas, son regard droit devant, les gestes précis, une pêcheuse peut-être. Mais chaque détail dans sa posture trahissait une autre vérité. Rien chez elle n'était laissé au hasard, elle s'appelait Irina Veil. Et elle n'avait pas prononcé un mot depuis des heures, elle n'avait pas besoin. Le moteur tournait à bas régime pendant qu'elle vérifiait les filets, ramenant quelques prises modestes. Mais ses yeux, eux, scannaient l'horizon avec une attention qui n'avait rien à voir avec la pêche. Tout bruit sur l'eau était analysé, classé, enregistré. Chaque souffle de vent contenait une information. Elle savait qu'elle n'était pas seule. À une douzaine de milles nautiques, un patrouilleur approchait déjà. Un 26 mètres, 2 moteurs, 5 hommes au minimum. Il l'observait depuis l'aube, aucun doute. Leur approche était lente, réglementaire, mais constante. Ils n'avaient sans doute pas encore compris à qui ils avaient affaire. Aucune origine portuaire enregistrée. Radio éteinte, proche d'une ligne interdite. De quoi éveiller les soupçons. Alors ils allaient devenir. Et ils allaient commettre une erreur. Irina rangea la dernière caisse sous le pont, marcha lentement jusqu'à la console de navigation. Elle ne toucha pas aux commandes, ne changea pas de cap. Resta simplement debout, les mains dans les poches de son gilet, le regard fixe. Le bateau de patrouille vira brusquement sur bâbord, sirène discrète, feu tournant traversant la brume. Une voix s'éleva, amplifiée. « Bateau non identifié, ici la garde côtière des États-Unis. Coupez le moteur et préparez-vous à l'inspection. Vous êtes dans une zone réglementée. » Elle ne bougea pas. Ils firent un tour complet, puis un deuxième. Lors du troisième passage, un grappin racla le flanc de son navire et 3 silhouettes armées sautèrent à bord. Jeunes, nerveux, en équipement standard. 2 restaient en retrait pendant que l'un s'avançait avec un carnet dans les mains. « Madame, votre embarcation n'est pas enregistrée. Nous avons besoin de vos papiers et de votre déclaration de cargaison. » Toujours silencieuse, Irina recula calmement, s'accroupit près d'une vieille boîte métallique rouillée sur le pont arrière. L'officier s'agita un instant. Elle ne sortit pas d'arme. Elle n'éleva pas la voix. Elle prit simplement un petit portefeuille noir, usé sur les bords, et le lui tendit. L'homme l'ouvrit, lut la première ligne. Son visage ne réagit pas tout de suite. Puis ses lèvres se serrèrent, son regard changea. Il recula légèrement, l'air figé. Un de ses collègues approcha. « Tout va bien, chef ?» Mais il ne répondit pas. Il toucha discrètement son oreillette. « Poste de commandement, nous demandons confirmation. Cette identification est... Ce n'est pas une civile. » Silence. Puis une voix dans l'oreillette que lui seul entendit. Il hocha la tête. « On décroche. Pas d'inspection. Ordre immédiat. » Les autres hésitèrent. « Mais c'est un ordre. On se replie. » Ils quittèrent le bateau sans demander leur reste. Irina reprit son portefeuille sans un mot, le rangea dans sa poche et retourna au filet comme si rien ne s'était passé. Le patrouilleur resta à proximité quelques secondes, puis fit demi-tour, s'effaçant lentement dans la brume. Il ne déposerait aucun rapport, et même s'il le faisait, son nom serait effacé bien avant d'atteindre un clavier. Parce qu'Irina Veil avait appartenu à une unité spéciale de premier niveau. Des missions dont aucun système ne gardait trace. Des opérations que l'on ne désignait que par le silence. Et certains fantômes, dans ce mont, n'étaient pas faits pour être abordés. Lorsqu'elle se retrouva seule à nouveau, le calme était total. Elle n'avait pas relâché sa vigilance pour autant. Sa main effleurait le levier des gaz, son regard perdu dans une carte mentale qu'elle semblait pouvoir lire sans instrument. Elle ne pêchait pas vraiment. Elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Ce bateau, cette radio éteinte, ces vieux filets, tout cela n'était qu'un camouflage.
Le nom qu'elle utilisait dans les ports, Marie Hollis, native du Maine, ancienne logisticienne de la marine, tenait la route. Elle payait tout en liquide, n'appelait personne, dormait rarement au même endroit. Sous le plancher du pont, elle nettoya la pêche, vérifia les circuits du moteur, inspecta le GPS sans vraiment regarder les coordonnées. Ce n'était pas un voyage improvisé, c'était une manœuvre, une anticipation, une présence invisible, mais proche. Et tout avait changé quand ces jeunes officiers avaient mis les pieds sur son pont sans savoir qui elle était. Dans un compartiment étroit près de la cloison, elle sortit une petite boîte noire, protégée dans un tissu huilé. À l'intérieur, un unique objet, un écusson. Pas un insigne de régiment, rien d'officiel. Juste un triangle noir, brodé, sans nom, sans blason. Un symbole que seuls quelques-uns avaient jamais porté. Elle le tint entre ses doigts, non pas par nostalgie, mais parce que cela lui rappelait une vérité simple. Ce chapitre n'était pas clos. Quelqu'un avait tenté quelque chose, quelqu'un voulait savoir si elle réagirait encore, si l'oubli l'avait rendue vulnérable. Ce n'était pas le cas. Le vent commençait à se lever. Irina ajusta le stabilisateur, observa le ciel, puis modifia légèrement son cap, 30 degrés vers l'ouest, en direction d'une crique isolée connue uniquement des anciens contrebandiers et de quelques oiseaux migrateurs. Un endroit oublié des cartes, inutile pour les touristes, parfait pour se faire oublier. Elle y était déjà venue, autrefois, sous un autre nom. Lors d'une opération qui n'avait jamais été enregistrée, le rivage approchait comme une cicatrice entre deux lignes de crête, tranchant l'océan avec ses falaises brutes et ses rochers immergés. C'était un piège pour quiconque n'en connaissait pas les courants. Mais elle n'avait pas besoin de sonar ni de carte. Elle sentait la houle, la respiration du fond marin comme un ancien langage gravé dans sa mémoire musculaire. À 200 mètres du rivage, elle coupa le moteur. Plus un son, sinon le cri lointain des goélands. L'ancre tomba sans bruit. Elle vérifia les amarres une dernière fois avant de descendre sous le pont. L'intérieur de la cabine était froid, sec et sentait le métal. Elle ouvrit un double fond sous la couchette. Cette fois, ce n'était pas un filet ou une boîte de pêche qu'elle en sortit, mais une petite unité satellite noire, sans marque, sans numéro, au plastique mat et au silence suspect. Elle l'alluma, un bourdonnement sourd, puis un unique clignotement. Pas encore de signal. Elle déverrouilla un compartiment caché dans la doublure du mur, sortit ce qui ressemblait à une vieille montre, cadran fendu, aiguille absente, bracelet éraflé. Mais ce n'était pas un instrument horaire, c'était un décrypteur. Elle le connecta à l'unité satellite. Un bip discret traversa le métal. L'écran afficha alors une séquence, un seul fichier. Une image captée par drone infrarouge datée de 5 jours auparavant. Une structure, quelque part près de la frontière nord du Turkestan. Des bâtiments à moitié cachés, des silhouettes thermiques en mouvement. Rien d'anormal à première vue, mais lorsqu'elle zooma dans un coin de l'image, son sang se figea. Une ombre, près d'un mur, une démarche, une posture qu'elle reconnaîtrait entre mille. Pas à cause de la façon de marcher, mais à cause de ce que l'homme portait. Ce symbole, ce même triangle noir, celui qu'elle venait de tenir dans sa main. C'était impossible. Ce symbole appartenait à un programme dissous. Une cellule noire démantelée après une mission qui avait mal tourné. Officiellement, l'opération avait été annulée suite à un incident critique de coordination tactique. En réalité, 4 agents n'étaient jamais revenus. Et lui, cet homme sur l'image, il était censé être mort. Il s'appelait Kael Mourad, le dernier qu'elle avait vu avant que le commandement disparaisse dans le silence radio. S'il portait à nouveau ce patch, alors quelqu'un l'avait réactivé. Quelqu'un avait osé redémarrer une machine qu'on avait tout fait pour enterrer. Le message déchiffré ne contenait que 3 mots. Il testa les fantômes, puis une note secondaire, feu requis. Irina ferma les yeux. Le poids des années l'écrasa un instant, lourd comme les abysses. Elle avait juré de ne jamais replonger. Mais ce n'était pas une mission, c'était une profanation. On avait pris ce qu'elle était, ce qu'ils avaient tous été, et on l'avait transformé en imitation. On utilisait son ombre pour mener des opérations sales. Et tant qu'elle ne répondrait pas, il continuerait. Il croirait qu'elle était morte, ou pire, qu'elle était docile. Elle ne l'était pas. Elle dissimula à nouveau l'équipement dans le plancher, ressortit sur le pont, tendu, l'essence aux aguets. Elle ouvrit une bâche fixée près du poste de commande. En dessous, un vieux sac tactique. Il avait l'air banal mais pesait lourd. Chaque élément à l'intérieur avait été choisi avec une précision chirurgicale.
Une arme compacte avec silencieux, un dispositif de communication sécurisé, un gilet modulaire, un ordinateur chiffré sans trace de fabrication. Elle n'avait pas touché à cet arsenal depuis des années. Elle espérait ne jamais devoir le ressortir. Mais ce jour-là était arrivé. Chaque pièce fut assemblée lentement, religieusement, comme certains font une prière. Ce n'était pas un retour, pas encore. C'était un avertissement. Le ciel s'assombrissait. Des nuages fins s'étiraient comme des pansements sur une blessure invisible. La lumière devenait métallique. Irina, désormais en tenue, activa le relais de l'antenne arrière, capta le bord d'un signal satellite turc. Elle n'émit ni appel vocal, ni message écrit. Elle transféra un paquet, un ping silencieux, encrypté sur 3 couches de cryptage rotatif. À l'intérieur, aucun contenu, juste une date et un point. Une fois le signal parti, elle n'attendit pas de réponse. Si réponse il devait y avoir, elle viendrait à sa manière, discrète, retournée. Codée dans autre chose, les gens qu'elle avait connus ne répondaient jamais directement. Ils apparaissaient. C'était leur manière de dire qu'ils avaient compris. Elle replia l'antenne, verrouilla les systèmes et réajusta l'ancre pour que son embarcation dérive naturellement dans une boucle invisible au radar. 2 jours, peut-être 3, elle pouvait rester là sans être détectée. Et pendant ce temps, elle commença à dessiner la carte. Une vieille carte, physique, feuilles annotées à la main, carte météo, repères à l'encre. Ce qu'elle avait vu n'était pas une simple opération. C'était une réactivation, un faux signal, un leurre. Et cela voulait dire qu'on essayait de recréer Irina Veil, de copier ses gestes, ses habitudes, ses silences. Elle n'existait plus officiellement, mais elle était toujours la seule à savoir où chercher. Dans les heures suivantes, elle resta immobile, scrutant le rivage où les rochers formaient une passe étroite, autrefois utilisée pour exfiltrer des agents lors d'opérations classées fantômes. À 22h13, une première vibration, non pas un son, pas une lumière, une onde dans l'eau, une onde qui remontait à contre-courant presque imperceptible. Mais elle l'avait sentie. Elle ne bougea pas, ne dégaina pas. Juste un pas vers l'avant, puis un unique coup contre la coque. 2 courts, un long, un code, utilisé une seule fois, lors de l'exfiltration rouge à Mazar. Un protocole jamais consigné, seulement transmis de bouche à oreille entre des gens qu'on n'avait jamais officiellement recrutés. Une main émergea, puis un homme, il grimpa à bord sans bruit, comme une ombre, en tenue de plongée, trempé, mais efficace. Il s'accroupit, attentif. Irina l'observa, ligne de mâchoire tendue, regard toujours en mouvement, une vieille cicatrice sous l'oreille gauche, elle inspira doucement. Yvan, il acquiesça. Pas de sourire, pas de salutation. « Jusqu'où es-tu remonté ?» y demanda-t-elle. « Jusqu'aux dents. »« Mais je suis propre. » Elle lui fit signe d'entrer. Dans la lueur blafarde d'une demi-lune, Irina et Yvan descendirent sous le pont. La cabine exiguë résonnait d'un silence chargé d'ondes radio coupées. Yvan se redressa, ruisselant. Scruta le portable crypté encore ouvert, un seul dossier gris clignotait. Il y lut le même nom de code que celui qu'il avait intercepté au large, Projet Némésis. Sa mâchoire se crispa. « Ils ont relancé le protocole Theta, dit-il. Ils fabriquent des copies, Irina. »« Des ombres sans âme, répondit-elle. Mais ils n'ont pas réussi à me reproduire. Alors ils ont besoin de l'original. » Elle ferma l'ordinateur, inséra le disque dur dans une gaine blindée et déroula sur la table une carte topographique marquée d'un cercle rouge. Un ancien relais météo militaire, encastré dans un défilé basaltique, alimenté par des torrents souterrains. Un endroit hors réseau, parfait pour un nœud central de données. C'était là que Némésis nourrissait ses algorithmes. Au premier signe d'aube, ils quittèrent la crique sur un canot pneumatique noir. Pas de moteur, seules les rames fendaient l'eau, chaque coup calculé pour rester sous la courbe radar. 3 heures plus tard, ils atteignirent une plage de galets battue par une houle glacée, derrière une paroi rocheuse verticale. Yvan saisit un piton, commença l'ascension. Irina suivit. Pas un mot. Là-haut, une corniche menait à un sentier abandonné, envahi d'herbes rases. Le vent rugissait, charriant l'odeur d'un générateur diesel mal réglé. Preuve que le relais respirait toujours. Ils observèrent. 6 mercenaires, mal répartis, armes récentes, mais gestes de recrues. Un blindage léger couvrait une unique porte en acier. Mais le vrai verrou était numérique. Une balise électromagnétique balayait la zone, incapable de distinguer les vivants des drones, mais capable de déclencher une alarme incendie dans tout le pays.
Irina posa un genou à terre, sortit un brouilleur manuel, la taille d'un œuf hérissé d'ailettes, et le régla sur une fréquence interdite. 25 secondes de fenêtre, souffla-t-elle. Yvan hocha, vérifia le silencieux de son pistolet, puis déclencha le brouilleur. Le champ vibra, s'éteignit comme une bougie. Ils descendirent la pente, se glissèrent derrière les conteneurs d'antennes. Deux gardes papotaient, lunettes fumées malgré la brume. Yvan les neutralisa, 2 tirs nets dans la gorge. Irina repéra un panneau d'accès sous un ventilateur, 4 vis retirées plus tard, un conduit. Elle se hissa, rampa 10 mètres dans l'obscurité métallique et déboucha au plafond d'une salle informatique plongée dans la lumière bleue des diodes. Des baies de serveurs ronronnaient, affichant une pluie de matrices algorithmiques. Au centre, un homme mince, barbe, poivre et sel, examinait un bras robotisé tenant un échantillon de tissu. Sur sa manche, un triangle noir flambant neuf. Kael Mourad. Irina se laissa tomber, atterrit sans bruit derrière un rack. Yvan surgit par la porte arrière, arme levée. « Mains en l'air, docteur !» lança-t-il. Kael ne sursauta même pas. Il se retourna lentement, un demi-sourire aux lèvres. « Je savais que tu viendrais, Irina !» dit-il sans regarder Yvan. Elle sortit de l'ombre. « Tu devais être mort. »« Les morts travaillent mieux quand on les laisse choisir leur chaîne » répliqua-t-il. Sur un pupitre tactile, une fenêtre rouge scintillait. Compilation du clone actif, 93%. Kael pressa un bouton, un rideau métallique monta, révélant une silhouette dans un caisson transparent. Même taille, même cheveux coupés courts, même cicatrice au poignet. Une Irina synthétique en sommeil cryogénique. Une colère froide traversa la véritable Irina. Un ersatz ne pense pas Kael. Il exécute. C'est exactement ce qu'ils veulent, répondit-il. Il désigna les serveurs. Némésis convertit nos souvenirs en lignes de code. Ils fabriqueront des fantômes à l'infini. Le monde n'aura plus besoin de nous, seulement de nos ombres. Irina leva son arme. Alors on arrête le cycle ici. Mais Kael recula, une télécommande serrée entre ses doigts. Tu peux me tuer, Irina, et je l'accepte. Mais tu déclencheras la détonation pyrolaser. Ce relais brûlera, et ses sauvegardes enclencheront 15 autres sites. Ton visage traquera des civils sur tous les continents avant minuit. Yvan se glissa latéralement, tenta de tirer, mais un champ de micro-drones jaillit du plafond, hérissant l'air d'éclats d'acier. Il recula in extremis. Kael appuya sur un autre bouton, le caisson s'ouvrit, libérant la réplique en combinaison noire. Ses yeux se dessillèrent, froids, vides. « Salut Irina !» prononça la voix parfaitement identique. La vraie Irina sentit une fraction de vertige. Entendre sa voix, sans l'âme derrière, c'était comme regarder son portrait déplacer les lèvres. Le clone bondit, vitesse surhumaine, guidé par des routines de combat dérivées de toutes les missions répertoriées. Irina esquiva, mais la copie anticipait. Coup de coude, blocage, clés articulaires, chaque mouvement était un miroir. Trop parfait, pensa-t-elle, les algorithmes manquaient de collure, d'erreur humaine. Elle laissa volontairement un pas glisser sur le sol, feignant un déséquilibre. Le clone réagit en fraction de seconde, tenta un coup de genou au plexus. C'était le piège. Irina pivota, attrapa la jambe, projeta la réplique contre un serveur haute tension. Étincelle, crépitement. Pas assez pour la détruire, mais assez pour griller ses capteurs tactiles. Yvan lança une charge EMP artisanale. L'onde frappa le clone, le bloqua 10 secondes. Sifflement dans l'air. Kael hurla. « Arrêtez! Vous n'avez aucune idée de ce que Némésis peut faire. » Irina braqua son arme sur le caisson vide. « Je vais t'apprendre la limite du possible. » Elle tira. Une balle perforante traversa la cuve, frappa la conduite cryo, engendra une pluie de glace. Kael, pris de panique, enclencha le commutateur d'urgence. Les colonnes de serveurs rougirent, ventilateurs au maximum. Compte à rebours sur tous les écrans, nettoyage total dans 180 secondes. « Yvan !» cria-t-elle. « Procédure incendie !» Il planta 3 barres thermites dans les racks principaux, alluma la mèche. Kael arma un pistolet, tira à l'aveugle, une balle frôla Irina. Elle riposta, un tir propre dans l'épaule. Kael chuta, grogna de douleur. Derrière, la réplique se remit sur pied, fumante, circuit redémarrant. Plus de temps pour les subtilités. Irina dégoupilla un crayon magnésium, le planta sous la clavicule droite du clone. Une flamme blanche jaillit, brûla les fibres synthétiques, libérant une odeur âcre de plastique fondu. Le clone, réduit à un pantin convulsif, se contracta puis s'immobilisa. Temps restant, 75 secondes. Irina attrapa Kael par le col, le souleva. « Combien de sauvegardes ?»«
Trop tard, râla-t-il. Le réseau est distribué. Alors où est la racine? Il cracha du sang, marmonna. Dans ma tête. Les clés de chiffrement sont neurales liées. Si tu me tues, elles meurent aussi. Mais tu perdras peut-être la seule chance. Elle le fixa, glacial. La seule chance que j'avais, tu l'as trahi le jour où tu as vendu nos fantômes. Yvan hurla. 40 secondes. Irina jeta Kael contre un pylône, lui colla une charge au thorax. Un petit sifflement indiqua qu'elle venait d'activer une mine directionnelle à implosion. Elle recula. Kael hurla enfin, comprit. L'explosion interne avala sa cage thoracique dans un flash sec. Aucune projection, juste une dépression brutale, silencieuse. Les termites atteignirent la phase de combustion vive. Flamme orange, soudure de fer liquide. Irina et Yvan coururent, enjambèrent les corps, traversèrent le couloir arrière, défoncèrent une trappe vers la galerie de maintenance. Derrière eux, le relais se changeait en fournaise. À 20 mètres sous roche, un conduit d'évacuation d'eau servit de toboggan. Ils glissèrent, cascade glacée, choc contre la pierre, atterrirent dans un bassin souterrain. Une lumière rouge colora la voûte. Le complexe implosait. Ils nagèrent, trouvèrent une sortie rendue étroite par les dépôts calcaires. Dehors, le soleil pointait à peine sur la falaise, une onde de choc fit vibrer le sol. Un souffle d'air brûlant monta, emportant avec lui des particules de cendres et de fibres optiques. Némésis venait de perdre son cœur. Irina, haletante, s'adossa à la roche, regarda la fumée noire monter. Puis elle dégagea de sa poche un micro-émetteur analogique, le dernier outil non traçable. « Il reste un seul signal en sommeil, dit-elle, un agent que j'ai caché bien avant de disparaître. »« Lequel ?» demanda Yvan. Elle hésita, murmura, « Nom de code, Ophélie. » Yvan hocha respectueusement. « On la réveille ? On lui donne le choix que nous n'avons pas eu. » Elle tourna l'unique molette, envoya un flash codé sur 3 satellites météorologiques déclassés. L'impulsion dure moins d'1 seconde. Mais dans un bunker, quelque part sous le désert du Nouveau-Nevada, une diode s'alluma, verte. Un dossier vieux de 15 ans s'ouvrit. Le monde ne s'en aperçut pas encore. Irina remit le brouilleur en poche, se tourna vers Yvan. Ils recommenceront. Alors on sera prêt. Sur la crête, une silhouette incertaine, un drone quadrirotor peut-être, s'effaça comme un mirage. Yvan chargea un nouveau chargeur. Irina vérifia le pistolet récupéré sur Kael. Un grondement distordu résonna au loin. L'écosystème de Némésis cherchait déjà à se réinitialiser. Elle sourit sans joie. Qu'ils viennent. Cette fois, ils n'affronteront pas une copie stérile. Elle ramassa son sac, donna une claque amicale sur l'épaule de Yvan. Cap plein sud. Nous avons une journée d'avance. Ils s'éloignèrent dans la brume d'ardoise, 2 silhouettes incrustées dans la roche comme des légendes que personne ne pourrait jamais authentifier. À leur passage, les goélands s'envolèrent, criant leur propre alerte aux doris endormis. Et quelque part, très loin, une intelligence sans visage recalculait ses pertes, incapable de comprendre que le variable humain n'était pas une faille, mais un feu impossible à cloner.